On sait que l'initiative du groupe de Douala est de fédérer l'opposition en vue d'une candidature unique. Cette candidature, à l'issue des concertations, on pourrait avoir un seul candidat qui serait soit du MRC, soit du PCRN, soit des autres partis interpellés. Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, quelle est la position? On est d'accord, on est ouvert, comme cela a été dit dans la déclaration, mais est-ce qu'on est prêt à se soumettre à ces multiples conditions qui viendraient par la suite? Disons qu'il faut, Claude, déjà se féliciter du fait que le débat a évolué au Cameroun sur le plan politique. Il y a eu pendant beaucoup d'années une grosse confusion entre ce qu'on appelle un candidat unique de l'opposition. Et aujourd'hui, on évolue vers une expression qui est pratiquement acceptée de tous, un candidat de large consensus. Je crois que j'ai expliqué dans un ou deux médias, il y a quelques mois, que cette confusion était un peu problématique pour les discussions entre les acteurs politiques. Et qu'en 92, par exemple, beaucoup qui croyaient, avec la candidature et la victoire même de Dijon Fundi, beaucoup croient historiquement que c'était un candidat unique. Non, il était un candidat de large consensus. Et à côté, avec beaucoup d'autres candidats qui se sont présentés à cette élection-là. Cela étant dit, il faut également ajouter que, concernant particulièrement le MRC, nous sommes un parti de consensus. Nous sommes un mouvement. Le MRC, consubstantiellement à sa naissance, naît de l'agrégation de plusieurs partis politiques. C'est-à-dire, quand M. Maurice Kamto est consulté par diverses forces pour lui demander s'il pouvait prendre la tête du MRC, sa réponse est: est-ce que c'est un parti politique de plus ou bien c'est un ensemble de forces qui acceptent de se retrouver pour faire donner une vraie alternative aux Camerounais et donner du change au RDPC? Et c'est dans ce cadre-là que plusieurs partis politiques effectivement se retrouvent et créent ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc déjà un ensemble de partis politiques. En 2018, nous sommes également partis sur cette voie-là. Le candidat Maurice Kamto était également porté par le MRC, mais par plusieurs autres partis politiques. Akeremouna a d'ailleurs rejoint la dynamique à la veille des élections. En 2025, cette année également, l'histoire est encore plus forte. Nous avons un ensemble d'acteurs politiques, un ensemble d'acteurs de la société civile qui s'est réuni autour du projet qu'on a appelé l'APC, c'est-à-dire que l'Alliance patriotique pour le Cameroun aujourd'hui, et qui a sollicité Maurice Kamto, le président du MRC, pour être leur candidat. Donc aujourd'hui, c'est derrière cette alliance-là que la candidature de Maurice Kamto va être présentée. Mais, je l'ai également dit sur plusieurs autres plateaux, rien ne dit que tout s'arrêtera à cette alliance-là. Cette alliance également reste ouverte à toutes les initiatives possibles de plus grands rassemblements des forces de l'opposition. Et c'est dans ce cadre-là que le président Maurice Kamto a accepté. Mais il vous dira toujours: je peux donner mon avis favorable, mais il faut également que ceux qui me soutiennent soient de l'initiative, soit de l'aventure. Puisqu'effectivement, il a accepté être le candidat de l'APC. Et donc, dans ce cadre-là, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'autres initiatives. Monsieur Njok en parlait tout à l'heure, il y a d'autres discussions qui se font, d'autres initiatives qui veulent rassembler les différentes forces. Maurice Kamto dit également, c'est très bien. Parce que, voyez-vous, c'est ce que le peuple demande. Le peuple souhaite avoir des candidats qui sont portés par différentes forces. Pas seulement les partis politiques, mais également des associations de la société civile, les corporations. Beaucoup, toutes ces dynamiques sociales-là, qui montrent que le peuple en a marre et le peuple en entier veut qu'il y ait un changement. Et le MRC et donc l'APC qui travaille également pour la candidature de Maurice Kamto, nous sommes ouverts à toutes les discussions qui nous amèneraient deux choses. La première chose, la justice électorale. C'est la raison pour laquelle vous voyez que nous nous battons énormément pour le respect du code électoral. Quelque chose, aujourd'hui on voit beaucoup d'acteurs qui ne sont probablement pas intéressés par le respect de la loi en matière de justice électorale. C'est un problème pour nous et quelles que soient les initiatives dans lesquelles nous serons, nous demanderons à ce qui est le respect de la loi. Nous avons des centaines et des centaines de camarades politiques, on doit leur rendre encore hommage aujourd'hui, qui comme nous avons fait la prison pour que la loi soit respectée dans ce pays. Donc pour nous, c'est une condition extrêmement importante. À côté
de cette condition de respect de la loi électorale, nous avons d'autres qui sont que des éléments de contrôle de l'élection soient respectés pour que le bulletin du citoyen qui rentrera dans l'urne soit exactement ce qui va refléter les résultats. Et donc vous avez une initiative comme celle d'Abdourahmane qui a mis sur pied ce qu'il a appelé la VAR, ou le VAR, je ne sais plus exactement comment on dit ça. Bon, les VAR, les vérificateurs. Les VAR, et c'est une initiative également à saluer, qui montre que les Camerounais, il y a une conscience politique qui est en train de monter dans la société camerounaise. Et le MRC, pendant longtemps, a travaillé à éduquer les citoyens camerounais. Et nous sommes heureux que cet engagement-là soit aujourd'hui quelque chose de fortement appréciable par tous les Camerounais. Roland Tsapi, de manière globale, l'opposition camerounaise consultée par le groupe de Douala est d'accord, salue l'initiative de Anissé Ekane et de Cyril Sambaka, mais on sait que ce n'est pas la première fois que l'opposition décide de fédérer les leaders. De l'expérience des précédentes élections, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette initiative ne marche pas ou bien n'aille pas jusqu'au bout, comme ça a été le cas par le passé? Il y a deux choses principalement. La première, c'est qu'on est dans une situation où on dirait ceux qui savent ne disent rien et ceux qui parlent ne savent rien. Constatez que, comme l'a dit tantôt le porte-parole de ce groupe de Douala, ceux qui sont en tête de l'initiative ne sont pas concernés par les élections, ne sont pas partie prenante. Donc ça donne un peu du crédit à l'initiative. Au contraire, ça inquiète plutôt. Parce que on se serait attendu à ce que ceux qui sont, du moins, sur le starting block, qui se sont déjà annoncés, prennent cette initiative entre elles. Mais laisser que cela vienne de l'extérieur, c'est un peu comme si chacun était campé sur sa position en train de guetter quelque chose qui ne va pas très bien. Et maintenant, il faut attendre que ce soit plutôt de l'extérieur quelqu'un qui est neutre, qui arrive là et essaie de jouer les médiateurs ou bien les conciliateurs entre des personnes qui manifestement ne veulent pas se parler. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore entendu que ces différents candidats qui ont été consultés là par ceux-ci se sont rencontrés. Du moins, pas officiellement. Peut-être qu'ils se rencontrent avec des discussions informelles, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de discussions entre eux. Et ça inquiète, déjà. La deuxième chose, c'est que la plupart d'entre eux consultés disent « on est ouvert aux discussions, mais ça ne dépend pas de moi ». Je voudrais attirer l'attention sur le fait que quand ils disent la plupart du temps ça ne dépend pas d'eux, ne pensez pas que ils disent qu'ils sont, je veux dire, qu'ils doivent aller consulter le bureau politique ou bien, je ne sais pas, l'assemblée ou bien le congrès du parti. En réalité, quand ils disent ça ne dépend pas d'eux, ça veut dire qu'il y a des lobbies derrière qui sont en train de les pousser comme des pions et qui n'ont pas intérêt à ce que lui se dilue dans d'autres, parce qu'en réalité, c'est peut-être un pion qu'on veut utiliser pour faire un marchandage politique à un moment donné. D'où les expressions, ça ne dépend pas de moi. C'était réducteur, ça, Roland. J'en viens. C'est peut-être réducteur. Mais c'est une analyse à ne pas écarter. Objectivement, elle ne repose pas sur des grilles pertinentes. Je suis désolé, l'analyse politique n'est pas les mathématiques où on est 1 plus 1 égale 2. Oui, l'analyse politique repose sur un certain nombre d'éléments, fondamentalement. Il y a des éléments... Encore que jusqu'ici, il n'y a que celui du SDF qui a dit ouvertement que se joindre à ce consensus peut perturber les préparatifs. Je vous rappelle, et ça, il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur le terrain politique. Et il ne faut pas être naïf pour comprendre que la politique, c'est essentiellement la langue de bois. Si on ne comprend pas ça, il faut bien que nous le disions pour que l'opinion comprenne très bien. C'est essentiellement la langue de bois. L'AFP ne peut pas investir un candidat. Le Manidem, par contre, pour répondre, par exemple, j'ai suivi des gens qui disent que oui, le MS ne peut pas investir un candidat. Mais quand on peut un candidat présenté par le Manidem, par exemple, qui est dans cette plateforme, non, il faut me laisser continuer. Allez-y, vous allez jouer, s'il vous plaît. Non, je n'entre pas dans ce jeu. Bon, vraiment, laissez le jeu du MRC. Je n'entre pas dans ce... Non. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que
aujourd'hui, il s'agit de penser à l'intérêt général. Si Roland Tapi, lui, son souci, c'est ceux qui sont initiateurs du truc, lui-même, Roland Tapi, il aurait pu initier quelque chose. Mais c'est simplement parce que ni la société civile, vous avez vu le rédac est fermé. Non, ce n'est pas le souci de Roland Tapi, vraiment. C'est une analyse. Non, je suis pas parce que vous dites que lui-même aurait pu initier. Non, c'est une façon de dire que c'est pas le fait que ce soit M. Samba comme M. Anissé Kane qui soucie. Ça veut dire, ça aurait pu venir des Camerounais. D'ailleurs, c'est un appel du peuple. Parce que le peuple, tous les jours, dit, mais pourquoi vous ne vous asseyez pas ensemble? Vous-même, Claude Maillot, vous aurez pu dire à vos confrères, nous sommes tous journalistes, ces gens, si nous voulons tous ce changement, essayons de les faire asseoir ensemble. Donc, ça aurait pu venir d'autres. Mais c'est venu de ceux-là, qui sont des personnes qui ont de l'expérience, qui sont des hommes d'expérience, qui ont vécu l'époque de 92, qui ont vécu l'époque de 2004 qu'il a soulevé, qui ont vécu 2018 et qui sont même entre guillemets des sortants. Mais avant de sortir, il faudrait au moins qu'ils laissent à nous autres, la nouvelle génération, un Cameroun où on peut s'exprimer de manière libre, de manière démocratique, et c'est ce que les Camerounais veulent, c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour nous. Mais justement, Guy Laurent, depuis le début de l'année, puisque nous avons amorcé l'année électorale, on parle plus coalition, union de l'opposition, on parle consensus, ainsi de suite. Est-ce que à l'heure actuelle, compte tenu du climat, du contexte et des enjeux de cette élection, c'est la seule solution pour battre un parti comme le RDPC? S'unir forcément pour avoir le maximum de votes à la fin? Avec quelle garantie? C'est un très très vaste sujet. Et je suis sur certains points évidemment d'accord avec Paul et Youm. Si les conditions d'élection sont claires, transparentes, équitables, libres, il est possible de battre le RDPC. Parce que nous pensons et nous savons, nous avons des éléments, comme nous avons battu le RDPC en 2018. Je vous raconte une petite anecdote. Nous avons aujourd'hui au MRC une militante très dynamique qui, à l'époque, en 2018, était militante a soutenu M. Cabral Libye à l'élection présidentielle de 2018 et qui était même dans l'équipe qui compilait les résultats des élections pour le candidat Cabral Libye. Elle me dit, Laurent, est-ce que tu sais comment j'arrive au MRC? Je lui dis, comment? Elle me dit, en fait, ce qui se passe, c'est que la nuit des élections, quand on fait la comptabilité, on se rend compte qu'il y a un candidat de l'opposition qui a gagné. Vous pouvez la nommer quoi? Vous pouvez la nommer? Parce que moi, je connais pas une camarade qui était parmi nous qui compilons les résultats. C'est le directeur de campagne adjoint en charge des questions électorales du candidat Libye Cabral qui parle à l'élection présidentielle. Je suis curieux de ça. Donc je vais continuer. Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas parce que toutes les petites piques que M. Diop peut faire depuis le début de cette émission, je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas arrêté. Et je ne pense pas qu'il ait le plus la force aussi pour interrompre les autres. Et on est d'accord que personne ne va répondre à l'autre. Alors je ne dis, je vais... S'il considère que ce sont des pics, monsieur Ndiop, on le laisse aller au bout. Il affirme qu'il y avait une dame. Et j'ai dit bien, je parle ici ex-qualité. Peut-être avec le temps, il donnera le nom de la personne. On est sur votre plateau, on ne va pas faire des déclarations qui, elles, portent atteinte à l'image d'un parti politique, voyez-vous. Ce qu'il est en train de dire, c'est que cette camarade aurait affirmé qu'ils ont gagné. Qui était avec nous, qui nous donne le nom de la camarade? C'est ce qu'il dit, et sérieusement, parce que là, sinon, on ne va pas dire. C'est noté, Guy Laurent. Vous allez m'empêcher de parler, je donne les faits. Et il me semble que à cet effet. C'est pas des faits, c'est votre rêverie, quoi. C'est que les faits. Les faits sont quoi? S'il vous plaît, Christian. Allez-y, Guy. Je rappelle que. J'attends que vous demandiez le nom. Qui donne le nom, en fait? Je vais lui demander le nom. Je suis pas obligé. Je rappelle qu'à cette époque, je ne retire pas. Je rappelle qu'à cette époque, M. Cabral Libye a fait une sortie pour dire lui-même que c'était un candidat de l'opposition qui a gagné les élections. C'est un fait. Alors je parle avec des faits. Cabral avait combien de PV? Je ne sais pas, mais il a dit. Il avait 13 000 PV, je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le débat? Je dis qu'il a fait une déclaration en disant de ce que j'ai comme compilation, c'était un candidat de l'opposition qui a gagné. C'est un candidat de l'opposition, mais de l'opposition. Bon, c'est un fait. Ouais, il confirme. L'opposition et le candidat, c'est la participation des partis de l'opposition. On peut aller chercher Tu n'as pas besoin de dire des faussetés, quoi. Tu n'as pas besoin de dire des faussetés pour nous. Pourquoi est-ce qu'on s'agite? Bon, des choses inexactes passent mieux. Non, ce sont des faussetés inexactes. Ou bien pas totalement vraies. Pas vrai, faux,
l'exemple. Pas totalement vrai, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez rattraper votre temps de rappel. Monsieur Cabral, il a dit. Donc, tout le monde. Fondez votre vote sur l'analyse, non sur le Cabral. Quand il y a parlé de lui-même, non. Parlez de vous, non de lui. Je vous donne des paradigmes, je vous dis comment vous allez. Christian Dior, s'il vous plaît. Pourquoi vous agitez autant? Non, je vous ne m'agiter pour vous, quoi. Vous n'avez pas quand même cette capacité, vous nous dites vous agiter. Calmez-vous quand même. Vous dites des choses qui sont fausses, vous venez mentir à la télé, et vous voulez que moi je vous laisse dire et vous parlez d'agitation. Avec un langage assez rébarbatif. Permettez qu'il aille au bout, vous aurez l'occasion de corriger ou de rattraper juste après, Christian, s'il vous plaît. Voilà, un peu d'élégance en fait est revenu sur ce plateau. Donc je disais que c'est un fait. M. Cabral-Libby l'a dit et tout le monde l'a observé. Et puis, donc, quand vous avez une déclaration pareille, vous comprenez que l'essentiel pour nous, effectivement, c'est de tout faire pour sécuriser les résultats des élections qui arrivent. Et M. Ndiok aussi l'a relevé, c'est vrai. C'est un peu pour contredire M. Roland Tchapi. Les partis d'opposition se rencontrent et travaillent. L'Union européenne a commencé sur un seul secteur, c'était l'Union sur le charbon. C'est là où l'Union européenne a commencé. Donc on ne peut pas aujourd'hui dénier qu'on a évolué. On a eu une proposition de code électoral consensuel des partis politiques de l'opposition ces derniers mois. Et que M. le Président de la République a dit qu'il n'a jamais vu une de ces montures. Donc, il y a un travail qui est fait, on avance. Et toujours à la décharge de M. Paul Eyoun, ce qui se passe aujourd'hui dans le groupe de travail qui a été mis en place, et la communication qu'ils ont faite, c'est simplement ce qu'on appelle un rapport d'étape. Nous croyons que c'est un rapport d'étape. Il y a eu des premiers jets, des candidats ont donné leur volonté de voir ce projet aller jusqu'à son bout. C'est d'ailleurs ce qui a été dit. Voilà. Et que d'ailleurs même, il est dit que les consultations continuent. Ils ont d'abord consulté les partis politiques qui semblent avoir pignon sur rue aujourd'hui. Ils vont continuer à consulter les autres. J'ai entendu également dire ici, mais par M. Roland, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait qu'il y ait des critères objectifs pour se dire quel serait le candidat qui peut le mieux représenter l'opposition, ou le candidat qui pourrait être celui le mieux représenté dans le large consensus qu'on veut avoir. Nous sommes partants pour cela, mais à condition que le travail soit sérieux et qu'il soit crédible, qu'on ait des arguments, des critères objectifs, et nous allons l'accompagner. Mais nous ne sommes pas dupes. Parce que, voyez-vous, le candidat du SDF dit quelque chose qui n'est pas vraiment faux. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est dans des discussions pour avoir un candidat de large consensus que l'on ne continue pas à travailler sur le terrain. Nous, au MRC, on travaille à ce qu'on puisse avoir aujourd'hui, dans les 30 000 bureaux de vote qu'il y aura, pratiquement 60 000 Camerounais qui compteront l'élection. Mais on n'est pas dans un discours orgueilleux en disant on peut le faire. Mais on peut également le faire avec les autres. Parce qu'il est important qu'il y ait des témoignages. Aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que l'Église, par exemple, l'Église catholique, l'Église protestante, les musulmans ne se mettraient pas ensemble pour accompagner la vérité électorale dans ce pays, pour accompagner la justice électorale. 2025 va être une année extrêmement compliquée pour notre pays. L'Église également doit jouer un rôle dans l'apaisement. Aujourd'hui, l'Église, quelle qu'elle soit, je parle des croyants en général, doit également jouer un rôle pour que les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales. Parce que, voyez-vous, quand on va exprimer son ras-le-bol par un bulletin de vote, cela voudrait dire qu'on a refusé la violence pour passer plutôt à la citoyenneté. Donc les églises doivent s'engager aussi à faire à ce que leurs croyants, les divers croyants, aillent s'inscrire sur les listes électorales et préservent la paix en 2020. Mais les églises le font déjà. D'ailleurs, l'église catholique produit des communiqués tout le temps. Pas assez. L'église catholique, c'est formidable. On a vu qu'il y a un regain. Mais beaucoup d'autres sont un peu à la traîne. On a l'impression que c'est en train de... La mayonnaise est en train de prendre. Et c'est très bien. Je voudrais également dire, j'ai entendu tout à l'heure ici, des petites choses qui ne sont pas très exactes. À quel âge M. Nelson Mandela a été président en Afrique du Sud? Il a apporté des nouvelles réformes, des grandes réformes en Afrique du Sud. À quel âge il a été? Il avait plus de 70 ans. À quel âge M. Abdoulaye Wade? Tous des juristes d'ailleurs. À quel âge il est venu apporter ce changement au Sénégal?
Il avait plus de 70 ans aussi. Donc je voudrais que l'on n'essaye pas de distraire. Tout à l'heure, M. Ndjok, en parlant de M. Tchapi, parlait d'abrutissement des téléspectateurs, des citoyens camerounais. Mais qu'il ne fasse pas aussi. Il faut être cohérent, il faut être sérieux. Aujourd'hui, les Camerounais, différemment de ce que M. Tchapi a dit, aujourd'hui, les Camerounais ont fondé leur espoir en un an. Et ils le disent, tout le monde, dans la rue, on le voit, on en parle. Et malheureusement, quand j'entends un membre imminent du groupe de travail dire que le MRC ne peut pas présenter une candidature, alors je pose la question. Parce qu'aujourd'hui, on est abasourdi quand c'est un ministre de l'administration territoriale qui dit qui va être candidat, de qui ne va pas être candidat. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Ils ne sont pas dans leur rôle. Est-ce que le groupe de travail aujourd'hui dit si le MRC peut présenter un candidat ou non? Alors même que nous donnons des arguments juridiques. C'est le contraire. Le MRC peut présenter aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle. Mais la Constitution est claire. La Constitution vous dit que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcer un élu à dire que quand vous êtes dans tel parti politique, si vous partez, votre mandat reste avec nous. Or, le code électoral dit, pour qu'un parti politique puisse présenter un candidat, il ne dit pas que ce parti doit avoir participé à une élection. Il dit que ce parti doit avoir des élus. Et les élus sont des élus de la nation. Quelle est la logique qu'il y a derrière? C'est que tout parti politique qui a en son sein des élus peut présenter un candidat. C'est simple. Aujourd'hui, le MRC a des centaines d'élus en son sein qui ont démissionné du RDPC, démissionné du SCF, de beaucoup d'autres partis politiques qui sont dans le MRC. Donc, par le principe donc, de la transitivité, c'est le code électoral qui le dit, c'est la Constitution qui le dit. Le MRC est fondé aujourd'hui à présenter son candidat sur toutes les modalités prévues par la loi. Primo, en présentant un candidat par le parti politique MRC. Secondo, M. Maurice Kamto, parce que l'élection, c'est la rencontre d'un candidat avec le peuple, M. Maurice Kamto est fondé à être présenté même par un autre parti politique. Aujourd'hui, l'APC dit nous, on va présenter Maurice Kamto. C'est la deuxième modalité. La troisième modalité, c'est que M. Maurice Kamto peut être présenté dans une candidature libre par des signatures, les 300 que l'on demande. Mais donc, M. Maurice Kamto, à date aujourd'hui, a 3 modalités devant lui. En quoi et pourquoi est-ce qu'on fait un débat sur la possibilité ou non par Maurice Kamto d'être présenté par le MRC ou par tel autre? Il a toutes les possibilités devant lui. Et nous avons tenu un conseil national à Yaoundé où le conseil national a donné quitus à M. Maurice Kamto de choisir la modalité qu'il souhaite. S'il veut, il se présente par le MRC, la loi le permet. S'il souhaite qu'il se fasse même présenter par le groupe de travail, c'est la loi qui le permet, ou s'il veut qu'il soit présenté par une candidature indépendante. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Actuellement, nous sommes en train de parler aux Camerounais. Nous leur présentons un programme. Vous avez bien vu que M. Maurice Kamto a entamé une série de rencontres avec des corps sociaux. Il a rencontré des artistes, il a rencontré des ingénieurs, il rencontre des entrepreneurs, il rencontre des hommes d'affaires, il a rencontré, comment on va dire, on appelle les Bayam Salam communément, c'est-à-dire ceux qui font des métiers. Les commerçants. Les commerçants. Il a rencontré tout ce beau monde et ça continue. Et le 31 mai, M. Maurice Kamto est à Paris pour rencontrer la diaspora. Ce sont des différents segments sociaux qui comptent dans notre pays. Et M. Maurice Kamto les rencontre pour présenter un programme. On avait un programme en 2018. Le programme de 2025 est celui de 2018 amélioré. Et vous l'aurez dans quelques jours et vous apprécierez. Mais en faisant le sommaire, le résumé des activités du professeur Maurice Kamto, oui. C'est pas aussi un signe que le MRC, malgré ce qui est dit dans la déclaration, a envie de cheminer seul? Très bonne question. Non, mais si vous avez écouté Anissé Ekania à une émission ce dimanche, il a dit que M. Maurice Kamto était celui qui a été le plus réceptif des travaux du groupe de travail de Douala. Allez dans les réseaux sociaux, écoutez-le. Il dit, nous avons rencontré, les 5 que nous avons rencontrés, des 5, le plus réceptif était Maurice Kamto. Mais être réceptif ne signifie pas être partant. Donc, vous faites un procès d'intention. Non, pas du tout. Être réceptif. Je vous dis que le responsable du groupe de travail, être ouvert, être prêt à écouter. Le responsable du groupe de travail vous dit que celui qui nous a donné le plus d'espoir, c'est Maurice Kamto. Allez sur Internet, cherchez, c'était sur une chaîne concurrente. Maintenant, si vous dites que M. Maurice Kamto peut le dire et ne pas le dire, c'est un procès d'intention. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Loin de moi les procès d'intention contre le président du MRC. Maurice Kamto est celui qui a été le plus ouvert aux discussions.
Roland Tapi, il y a beaucoup de partis politiques qui sont, entre guillemets, persécutés par l'administration. Il y a beaucoup de candidatures, d'annonces de candidatures indépendantes. Il y a beaucoup de leaders qui, probablement, pourraient ne pas se présenter à l'élection à venir. Un consensus ou une coalition comme celle du groupe de Douala ne serait pas une garantie pour cela. Pourquoi jusqu'à présent on a juste des accords, on a vraiment des points de vue, des partis, des leaders de partis qui disent oui c'est appréciable, on salue l'initiative, mais sans jamais dire d'accord on chemine avec vous, même si l'AFP, le représentant de l'AFP le disait tout à l'heure, ils sont encore à l'étape des concertations, pas des validations. Oui, je préfère préciser ce que j'ai dit tantôt parce que c'est exactement la même chose que je veux dire. J'ai dit tantôt qu'il ne faut pas être naïf, on est en politique et il ne faut pas s'attendre à des réponses tranchées de qui que ce soit. Et des discussions qui sont sur la table, vous vous rendez bien compte que chacun, de manière subtile, essaie de tirer la couverture de son côté. Ça veut dire que de manière ultime, chacun veut aller seul, tout en posant la question, vous avez dit quoi en réalité? C'est ça le schéma qui est derrière. Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Je crois qu'ici, on était là pour débattre de la possibilité d'avoir des succès avec une telle démarche. Et c'est vers là que j'étais en train d'aller. Je disais qu'il ne faut pas être naïf. D'abord, parce que la qualité, la compétence des initiateurs, qu'on le veuille ou pas, peut être questionnable. Même si elle ne l'est pas, elle peut être questionnable. C'est des acteurs politiques, aussi citoyens qui le sont dans la politique, mais qui ont un parcours qui la plupart du temps est connu de manière un peu plus détaillée par les acteurs qui ont été rencontrés que par nous-mêmes. Et donc, si quelqu'un que je connais très bien, je connais son parcours politique, je connais ses alliances, je connais des portes qu'il a frappées et autres, se présente à moi aujourd'hui comme quelqu'un qui veut faire la médiation ou bien travailler à ce qu'il y a une coalition entre nous. Il y a des raisons. Moi qui le reçois, j'ai des raisons d'être un peu méfiant par rapport à sa démarche. Je suis en train de faire une analyse. Il ne faut pas, tout simplement parce que des gens ont pris l'initiative, leur donner un blanc-seing du tout. Absolument pas. Donc, la qualité, leur qualité ou bien leur passif sur le plan politique peut être une entrave à la situation. C'est pour ça que j'ai dit, je me posais la question, pourquoi est-ce que les acteurs eux-mêmes ne se rencontrent pas? On m'a dit qu'ils se rencontraient. Mais j'avais bien précisé, c'est parce qu'on ne m'écoute pas très bien, j'avais précisé que du moins, formellement oui. Ils n'ont pas encore fait une déclaration officielle qu'ils se sont rencontrés. Et j'ai précisé peut-être qu'ils travaillent de manière informelle en sourdine, ce qui n'est pas mauvais. Et Paul disait tout à l'heure qu'ils sont encore à la phase des consultations. Oui, c'est ce que les autres ont fait, qui se rencontrent, mais de manière informelle. Maintenant, j'étais en train de dire, sur le plan officiel, il n'y a pas encore une déclaration signée par 2, 3, 4 candidats en disant que nous nous sommes mis ensemble dans une dynamique de trouver un candidat consensuel en notre sein. Ce qui était le cas en 1992, par exemple, quand on trouvait le candidat de l'Union pour le changement. C'était clair que le STF, l'UPC, l'UNDP, même si les autres partis, après, sont partis de la coalition, mais c'était clair, connu, que voici des acteurs qui, sur le plan légal, ont la possibilité d'être candidats, mais qui se sont mis ensemble pour le faire. Donc, ma première inquiétude était, jusqu'ici, pourquoi est-ce que cela n'est pas fait par les acteurs, alors qu'on est à 5 mois de l'élection présidentielle? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questionnements qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui et se poser la question, est-ce que véritablement, à entendre comment les uns et les autres disent que leurs leaders travaillent sur le terrain, est-ce qu'effectivement, on est dans une logique de pouvoir se mettre ensemble, ou bien chacun travaille d'abord de telle sorte à gagner le maximum d'espace sur le terrain pour après mettre ça sur la table comme
élément de négociation. Ce qui est légitime. Pour dire que, je ne dis pas, ce qui est légitime. Oui, c'est vous qui êtes en train de penser que je suis contre ces gens de méthodes. Je dis, il faut qu'on mette, c'est une évidence. Il faut qu'on mette tout ça sur la table et qu'on ne fasse pas des appréciations en négligeant quelques aspects que ce soit. Parce que tout cela compte à la fin. Maintenant, en considérant tout cela, est-ce qu'on a des chances d'aboutir à une candidature de large consensus ou bien unique et tout cela? Si les critères sont objectifs, ce ne sera jamais objectif pour tout le monde. Ce ne sera jamais objectif. Mais le choix, c'est qu'on arrive à cela. Et je pense que les initiateurs ont perçu cela. C'est pour ça qu'ils parlent. Si j'ai bien lu leur déclaration, ils sont en train de proposer une candidature de transition. La logique étant quoi? Celui qui peut maintenant être élu, ou bien qui peut aller à l'élection maintenant, ne sera pas celui qui veut être président, mais celui qui va, impulser le changement, assainir, balayer devant la cour, s'assurer que les chaises sont bien rangées dans le salon et que maintenant, on peut ouvrir la porte et la compétition commence pour que chacun fasse valoir ses forces pour venir entrer. Parce qu'il ne faut pas oublier en même temps. Si en 92, il y a eu vacillement du pouvoir, c'est parce qu'il y avait une masse critique derrière, qui aujourd'hui est, fortement disséminée, éparpillée. Personne ne peut garantir qu'en 2025, encore moins en 2018, on peut avoir la même bourrasque qu'on avait en 1992, parce qu'on sortait immédiatement du parti unique. La soif de changement était vraiment encore très forte au sein de tout le monde. Et à ce moment, je peux vous le dire, c'était dans la tête des Camerounais exactement ce que l'évêque de Yagua disait. D'abord, même si c'est le diable qui vient d'abord à ce moment-là, et on verra la suite après. Ce qui n'est pas la même chose aujourd'hui. On est dans une situation où la soif de changement est là, sauf qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour qu'on s'assure que cette soif-là soit disséminée, disproportionnée, éparpillée un peu de partout. Ce travail est fait d'abord par le pouvoir en place, qui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait de l'unité en face de lui, ce qui est normal. Il faut diviser pour mieux régner. Et il y a également ce travail qui est en train d'être fait par beaucoup de partis politiques et même ceux qui aujourd'hui, qu'on ne connaît même pas, qui annoncent leur candidature. Et on fait bien de préciser qu'il faut faire la différence entre les annonces de candidature et les déclarations de candidature. Parce que si on ne fait pas attention, beaucoup de forces et d'énergie vont être dispersées à écouter ou bien à suivre des gens qui annoncent les candidatures alors qu'ils n'ont même pas qualité pour annoncer. Et c'est clair. Parce que le code électoral est assez précis sur un certain nombre de choses. Vous allez entendre quelqu'un qui vit en France il y a depuis 50 ans, qui va sortir là aujourd'hui, dit qu'il va être candidat. Non. Le code électoral dit qu'il peut être candidat à l'élection présidentielle. Il faut avoir résidé de manière permanente sur le territoire pendant au moins 12 mois. Et donc, si vous arrivez à l'aéroport à 3 mois d'élection, dit que vous allez être candidat à l'élection présidentielle, il est clair que vous êtes un envoyé pour faire de la diversion. Et si on ne fait pas attention, et c'est notre rôle également d'éveiller l'attention de Dieu. Donc, pour l'instant, en réalité, il ne faut pas qu'on se laisse distraire par ces annonces intempestives et parfois fantaisistes. Il faudrait véritablement qu'on commence à faire un travail de fond quand les déclarations des candidatures vont commencer à être faites, c'est-à-dire dès la convocation du corps électoral.